Que feriez-vous si ceux en qui vous aviez placé votre confiance vous abandonnaient à une mort certaine, sans eau, sans espoir et sans la moindre chance de salut? Une femme a affronté ce destin tragique jusqu'à ce qu'une silhouette mystérieuse se dessine à l'horizon. Mais qui était cet homme et quelle raison obscure l'avait poussé à lui porter secours? Elias Thorne essuya la sueur qui perlait sur son front, scrutant l'horizon infini. Les terres sauvages de 1878 s'étendaient devant lui, vastes et impitoyables. Sous sa selle, son étalon, Minuit, s'ébroua avec impatience. « Doucement, mon vieux », murmura Elias en tapotant l'encolure de la bête. « Nous sommes presque arrivés. » Cela faisait 3 ans qu'Elias chevauchait avec la bande de Mercer, pillant diligences et convois ferroviaires à travers le territoire. Mais l'attaque de la veille, à la bande de Valclair, avait viré au cauchemar. Les hommes du shérif Garnier les attendaient de pied ferme, et dans la fusillade chaotique qui s'était ensuivie, 2 adjoints avaient perdu la vie. Désormais, sa tête mise à prix et le gang dispersé, Elias cherchait désespérément un sanctuaire. Sa destination se trouvait juste derrière la crête, la ferme des Dubois. Hélène Dubois était la veuve de son ami d'enfance, et la seule personne en ce bas monde à qui il pouvait encore se fier. En approchant de la modeste cabane, il remarqua un filet de fumée s'échappant de la cheminée. Le soleil de l'après-midi étirait de longues ombres sur la propriété lorsqu'il mit pied à terre. Avant même qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit à la volée. Hélène se tenait là, son visage marqué par les épreuves de la vie frontalière. À 32 ans, elle avait le regard d'une femme qui en a vécu le double. « Elias Thorne », souffla-t-elle, la voix à peine audible. « J'ai entendu parler de Valclair. Tout le territoire ne parle que de ça. » « Hélène, je n'avais pas le choix, c'était un piège. »« Tais-toi » l'interrompit-elle en jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. « Entre avant que quelqu'un ne t'aperçoive. » L'intérieur était simple, mais d'une propreté méticuleuse. Une marmite de ragoût mijotait dans l'âtre, et un jeune garçon d'environ 7 ans était assis à la table en bois brut, sculptant un morceau de bois avec concentration. « Louis, voici Monsieur Thorne, un vieil ami de ton père. » L'enfant hocha la tête solennellement sans prononcer un mot. Elias retira son chapeau, mal à l'aise sous le regard inquisiteur du gamin. « Hélène, j'ai juste besoin d'un endroit pour la nuit, peut-être 2, le temps de décider de ma prochaine étape. » Elle lui versa une tasse de café, les mains fermes malgré la gravité de l'heure. « Elias, une milice se forme en ville. Le shérif Garnier a fait venir des pisteurs de 3 comtés différents. Ils offrent $500 pour ta capture, mort ou vif. » Elias s'effondra sur une chaise, le poids de sa situation l'écrasant soudainement. « Je n'ai jamais voulu la mort de personne. Mercer a changé le plan à la dernière minute. Je ne savais pas. »« Ce que tu savais n'a aucune importance, » trancha Hélène sèchement. « 2 hommes sont morts et tu étais présent. C'est tout ce qui compte pour eux. » Le garçon continuait de sculpter, apparemment indifférent à la conversation, mais Elias remarqua la légère inclinaison de sa tête, captant chaque mot. « Et les autres ?» demanda Hélène en baissant la voix. « Dispersés. Mercer a filé vers le nord, vers la frontière canadienne. Les autres ?» Elias secoua la tête. « Je ne sais pas. C'était le chaos total. » Hélène s'assit face à lui, le regard calculateur. « Tu ne pourras pas les fuir éternellement, Elias. Surtout pas sur ce territoire. Garnier connaît chaque piste, chaque cachette. »« Quel choix ai-je » demanda Elias, le désespoir tintant sa voix. Hélène garda le silence un long moment, remuant son café d'un air pensif. Finalement, elle leva les yeux, une détermination nouvelle durcissant ses traits. « Il y a peut-être un moyen, » dit-elle lentement, « mais c'est risqué, pour nous tous. » Dehors, le vent se leva, sifflant à travers les interstices des murs de rondins. Au loin, un coyote hurla, un son solitaire qui fit courir un frisson le long de l'échine d'Elias. « Je t'écoute. » Hélène se pencha en avant. « Et si Elias Thorne mourait aujourd'hui ? De quoi parles-tu ? La milice cherche un homme vivant, et s'il trouvait un cadavre à la place ?» Une lueur d'intelligence dangereuse brillait dans ses yeux. « Je connais ces collines mieux que quiconque. Je peux les mener là où ils trouveront ce qu'il reste de toi, ou du moins, de quoi les convaincre. Pendant ce temps, tu deviendras quelqu'un d'autre. » Elias la fixait, partagé entre l'incrédulité et une étincelle d'espoir. « C'est de la folie, Hélène, ils n'y croiront jamais. »
Ils y croiront si je joue bien mon rôle, répliqua-t-elle. Elle se leva et se dirigea vers une malle dans le coin de la pièce. En l'ouvrant, elle en sortit un ensemble de vêtements. C'étaient ceux de Pierre. Vous avez à peu près la même carrure. Hélène, je ne peux pas te demander de faire ça. S'il découvrait... Tu n'as rien demandé, le coupa-t-elle. C'est moi qui l'offre. Pierre aurait voulu que je t'aide. Sa voix s'adoucit légèrement. Et puis, je sais que tu ne voulais pas que ces hommes meurent. Tu n'es pas comme Mercer. Elias regarda les vêtements dans ses mains, puis le garçon toujours attablé. Une nouvelle identité, une chance d'échapper à la corde. Était-ce vraiment possible? Et le petit demanda doucement Elias. Le regard d'Hélène se tourna vers son fils. Louis s'est gardé un secret, n'est-ce pas, Louis? L'enfant leva les yeux, d'un sérieux qui dépassait son âge. Oui, Memon. À la tombée de la nuit, Hélène exposa son plan. Elias écoutait, l'esprit en ébullition. C'était dangereux, semé d'embûches, mais c'était sa seule issue. Au matin, Elias Thorne serait mort, et un homme nouveau quitterait cette cabane. « Repose-toi, finit par dire Hélène. Demain nous mettra tous à l'épreuve. » Allongé sur la paillasse qu'elle lui avait préparée, fixant le plafond de la cabane, Elias se demandait quel genre d'homme il deviendrait une fois son ancien moi disparu. Le sommeil le fuyait tandis que le vent continuait de hurler au dehors, sinistre avertissement de la nature face à la tromperie qui se préparait. L'aube se leva, froide et grise sur le paysage. Elias avait à peine dormi, l'esprit tourmenté par les détails du plan d'Hélène. L'odeur du café et du lard grésillant le tira de ses pensées moroses. Hélène s'activait au fourneau, ses mouvements efficaces et précis. Louis était assis à table, raccommodant une petite déchirure dans sa chemise avec une dextérité surprenante pour un enfant de son âge. « Le temps tourne, dit Hélène sans lever les yeux. Une tempête arrive du nord. C'est bon pour nous, ça rendra le pistage plus difficile. » Elias hocha la tête, acceptant l'assiette qu'elle lui tendait. « Tu es sûre de toi, Hélène? Il n'est pas trop tard pour changer d'avis ?» Elle lui lança un regard sévère. « Nous avons déjà discuté de cela. Mange, tu auras besoin de force. » Pendant qu'il mangeait, Hélène étala les vêtements de Pierre, une chemise bleue délavée, un pantalon usé et un gilet de vacher. À côté, elle posa une paire de lunettes à monture métallique et des ciseaux pour sa barbe et ses cheveux. « La milice sera à Gueule d'Argent avant midi, déclara Hélène d'un ton professionnel. Ils commenceront par interroger les gens. C'est là que j'arriverai avec Louis, l'air bouleversé. Je leur dirai que j'ai vu un cavalier correspondant à ta description se diriger vers le canyon de la crique amère. Pendant ce temps, tu feras route vers l'est en évitant les pistes principales. Prends le vieux sentier des trappeurs par le col de l'Aigle. Il n'a pas été utilisé depuis des années, pas depuis que la compagnie minière a abandonné sa concession. » Elias posa sa fourchette. « Et pour le corps qu'ils sont censés trouver ?» L'expression d'Hélène s'assombrit. « Il y a un vagabond mort dans la grange des Anderson. La typhoïde l'a emporté il y a 3 jours. Pas de famille, pas de nom connu, et il a ta corpulence. J'ai aidé la femme Moreau à faire sa toilette funéraire. »« Seigneur, Hélène, souffla Elias sous le choc. « Le Tout-Puissant connaît le fond de mon cœur, répliqua-t-elle sans ciller. Ce pauvre bougre était destiné à la fosse commune. De cette façon, au moins, sa mort servira à quelque chose. Le feu se chargera du reste. Ils trouveront juste assez pour être satisfaits, mais pas assez pour se poser des questions. » Le pragmatisme avec lequel elle abordait ces détails macabres glaça le sang d'Elias. Il se demanda quelles autres épreuves cette vie à la frontière lui avait imposées pour forger une telle carapace. « Pourquoi fais-tu tout cela pour moi ?» demanda-t-il brusquement. « Vraiment ?» Hélène s'interrompit, ses mains se figeant sur le linge qu'elle pliait. « À la mort de Pierre, tu es le seul à m'avoir aidé à garder cette terre. Tu nous as apporté des vivres au plus fort de l'hiver, quand nous n'avions plus rien. Tu as appris à Louis à pêcher. » Elle soutint son regard, droit dans les yeux. « Je paie toujours mes dettes, Elias. » Louis leva la tête de son ouvrage. « Et puis papa disait toujours que vous étiez un homme bon qui avait juste pris de mauvais chemins. » Une boule se forma dans la gorge du hors-la-loi. Pierre Dubois avait été un homme bien meilleur que lui, et voilà que sa veuve risquait tout pour le sauver. « Je ne mérite pas ça, » dit-il doucement. « Peut-être pas, » concéda Hélène, « mais il ne s'agit pas de ce que tu mérites. Il s'agit de ce que tu feras de la chance qui t'est offerte. » En milieu de matinée,
Elias se reconnaissait à peine dans le petit miroir piqué qu'Hélène lui tendit. Ses longs cheveux avaient été coupés courts, sa barbe taillée en une moustache soignée. Les vêtements de Pierre lui allaient assez bien, et les lunettes changeaient radicalement son apparence. « Désormais, tu es Julien Vasseur », instruisit Hélène en lui remettant des documents falsifiés à partir des papiers de son défunt mari. Ancien instituteur venu de l'Est, en route vers les nouveaux territoires pour prendre un nouveau départ après avoir perdu sa femme, emporté par la phtisie. « Comment as-tu pu prévoir tout ça ?» demanda Elias, stupéfait par sa prévoyance. « Une femme seule se doit d'être ingénieuse, » répondit-elle simplement. « J'ai emballé assez de vivres pour une semaine de voyage. Il y a 40 $ dans cette bourse, c'est tout ce que je pouvais épargner. » Elias commença à protester, mais elle le fit taire d'un geste de la main. « Considère cela comme un investissement sur ton honnêteté future, » trancha-t-elle. Dehors, le vent avait forci. De lourds nuages noirs roulaient depuis le nord, promettant la tempête qu'Hélène avait prédite. Elias l'aida à préparer un travois avec le corps enveloppé récupéré dans la grange des Moreau, l'estomac noué par la sinistre nécessité de leur ruse. « Tu emmèneras minuit jusqu'au canyon de la crique amère, » expliqua Hélène alors qu'il s'attelait à la tâche. « Laisse suffisamment de traces pour que les pisteurs puissent les suivre. Ensuite, reviens sur tes pas en utilisant le ruisseau pour masquer ta piste. Laisse minuit là où je te l'ai montré sur la carte, avec le corps à proximité. Déclenche l'incendie, puis prends la vieille jument de Pierre. Elle ne paie pas de mine, mais elle est endurante. » Elias hocha la tête, mémorisant chaque détail. « Et tu es certaine que le canyon brûlera, même avec l'orage qui arrive ? La crête était sèche comme de l'amadou. C'est le cas depuis le début de l'été. La foudre y tombe à presque chaque orage. Le temps qu'ils arrivent sur les lieux, il ne restera plus grand-chose à identifier. » Alors que midi approchait, l'heure du départ sonna. Elias s'agenouilla devant Louis, posant ses mains sur les épaules frêles du garçon. « Tu te souviens de ce qu'il faut faire ?» Louis hocha la tête solennellement. « Rester silencieux, avoir l'air effrayé, laisser maman parler. C'est ça. Et Louis ?» Elias hésita. « Merci, à tous les deux. » Hélène scruta l'horizon une dernière fois avant de se tourner vers lui. « L'orage arrive plus vite que prévu. Tu dois partir maintenant. » Elias monta sur minuit, le travois solidement arrimé derrière lui. La macabre cargaison pesait sur lui, au propre comme au figuré. « Hélène, s'il arrive quoi que ce soit… »« Il n'arrivera rien, » l'interrompit-elle fermement. « Ce soir, Elias Thorne sera mort et Julien Vasseur sera en route vers une nouvelle vie. » Elle lui tendit les rênes de la jument de Pierre, qui attendrait au point de rendez-vous. « Ne gâche pas cette chance, Elias. » Sur un dernier signe de tête, le fugitif talonna minuit, tirant la jument derrière lui. Au sommet de la première colline, il se retourna pour voir Hélène et Louis devant leur cabane. Deux silhouettes solitaires se découpant contre la tempête qui grondait. Il leva la main en un dernier adieu, sachant qu'il ne les reverrait jamais. Le vent porta jusqu'à lui les derniers mots d'Hélène. « N'oublie pas, Elias Thorne meurt aujourd'hui, mais cela ne t'interdit pas de vivre. » Le ciel s'assombrit au-dessus de sa tête alors qu'il chevauchait vers le canyon, le tonnerre grondant au loin comme un roulement de tambour funèbre, annonçant à la fois une fin et un commencement. La tempête éclata avec une violence inouïe lorsqu'Elias atteignit le canyon de la crique amère. La pluie cinglait le paysage en diagonale, poussée par des rafales hurlantes qui courbaient les pins chétifs presque à l'horizontale. La foudre déchirait le ciel en éclats irréguliers, illuminant le terrain accidenté de flashs d'un blanc bleuté. Un temps idéal pour mourir, songea Elias avec amertume. Il travailla méthodiquement malgré le déluge, suivant les instructions d'Hélène avec une précision minutieuse. D'abord, il créa une piste évidente menant au canyon. Branches cassées, empreintes profondes et zones boueuses piétinées, laissant même tomber un foulard qui lui avait appartenu. Des preuves que les pisteurs ne pourraient manquer. Vint ensuite la sinistre tâche de positionner le corps. Elias détacha le cadavre du travois, s'efforçant de ne pas regarder le visage alors qu'il l'arrangeait près d'un pin foudroyé au bord de la crête sèche. Il posa son vieux chapeau à côté et glissa son avis de recherche dans la poche de la veste du mort. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid ou de la pluie, mais sous le poids de son acte. « Pardon », murmura-t-il au vagabond sans nom,
sans trop savoir s'il s'excusait pour la mort solitaire de l'homme ou pour l'utilisation profanatrice de sa dépouille. Après avoir rassemblé suffisamment de petits bois secs sous des surplombs rocheux, Élias le disposa stratégiquement autour du site. La crête Heth, comme Hélène l'avait prédit, était restée assoiffée malgré la pluie, protégée par un auvent de pierre. Un seul bon impact de foudre suffirait. Comme sur commande, un éclair massif s'abattit, frappant à moins de 50 mètres. Le coup de tonnerre qui suivit fut si violent que Minuit se cabra de panique. « Tout doux, mon grand », apaisa Élias en caressant l'encolure trempée de sa monture. « Une dernière course ensemble. » Il se hissa sur le dos de Minuit et effectua un ultime tour bien visible sur la crête du canyon, s'assurant que sa silhouette se découpe contre le ciel orageux avant de bifurquer vers le cours d'eau qui couvrirait sa fuite. Arrivé sur la berge, il marqua un temps d'arrêt, jetant un regard en arrière vers le promontoire où Élias Thorne allait bientôt connaître une fin ardente. « Adieu », murmura-t-il à son ancienne vie. Il dida les talons dans le lit de la rivière, remontant le courant sur près d'1 mille avant d'en émerger sur la rive opposée, loin de son point d'entrée. Il poursuivit sa route vers l'est, s'enfonçant dans une forêt de plus en plus dense, la vieille jument trottinant docilement à sa suite. La pluie commença à faiblir lorsqu'il atteignit la petite clairière qu'Hélène avait marquée sur sa carte. C'était ici qu'il devait abandonner Minuit. L'animal était trop reconnaissable pour l'accompagner plus loin. Un étalon noir avec une telle liste blanche en tête resterait gravé dans la mémoire de quiconque croiserait sa route. Élias mit pied à terre et décella la bête, remplaçant son équipement par le harnachement plus modeste fourni par Hélène. Il transféra ses maigres provisions dans les sacoches de la jument. « Tu as été un compagnon fidèle », dit-il en pressant son front contre le chanfrein de Minuit. « Hélène viendra te chercher d'ici quelques jours. Elle prendra soin de toi. » Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait. Élias l'attacha avec une longe suffisamment longue pour lui permettre de paître, mais assez courte pour l'empêcher de s'éloigner. Puis, avec une dernière tape amicale sur le flanc de l'animal, il se tourna vers la jument brune, banale et sans histoire, qui porterait Julien Vasseur vers sa nouvelle existence. Au moment où Élias, désormais Julien, montait en selle, un craquement formidable déchira le ciel derrière lui, suivi d'un grondement sourd qui n'avait rien du tonnerre. Il se retourna pour voir une colonne de fumée s'élever depuis la crête est, visible même à travers le rideau de pluie. Le feu avait pris. Élias Thorne brûlait. Julien Vasseur chevaucha d'une allure régulière le reste de la journée, s'en tenant aux sentiers oubliés qu'Hélène lui avait indiqués. À la tombée de la nuit, l'orage était passé, laissant place à un ciel limpide constellé d'étoiles. Il installa son bivouac dans une petite dépression, n'allumant qu'un feu minuscule pour réchauffer ses os transis par l'humidité. Assis face aux flammes dansantes, Julien repensa aux événements extraordinaires des 2 derniers jours. Le braquage raté, la fuite désespérée vers la cabane d'Hélène, et maintenant, sa propre mort et sa renaissance. Julien Vasseur, prononça-t-il à voix haute, testant la sonorité de ce nom étranger sur sa langue. Ancien instituteur, veuf, en route vers les nouveaux territoires. Il répéta ces détails comme une prière, conscient que sa survie dépendait de sa capacité à incarner totalement cette nouvelle identité. Fini les duels au revolver et les rixes de saloon. Fini les chevauchées avec les hors-la-loi et les attaques de diligence. Julien Vasseur était un homme calme, instruit, portant un deuil silencieux et des espoirs modestes. Pouvait-il vraiment devenir cet homme ? Après des années à vivre par le fusil au sein de la bande de Mercer, pouvait-il se fondre dans une existence paisible ? Ces questions le hantèrent alors qu'il tentait de trouver le sommeil, enroulé dans la couverture qu'Hélène lui avait donnée. Chaque brindille qui craquait le faisait instinctivement chercher la crosse de son revolver, une habitude que Julien Vasseur devrait impérativement perdre. Le matin se leva avec un soleil éclatant qui peignait les montagnes d'or. Julien plia son campement sommaire et reprit sa route vers l'est, déterminé à mettre autant de distance que possible entre lui et les cendres fumantes du canyon de la crique amère. Vers midi, il aperçut un chariot sur la piste, une famille se dirigeant vers l'ouest.
Son premier réflexe fut de bifurquer pour les éviter. Mais Julien Vasseur ne ferait pas cela. Julien Vasseur serait aimable, sociable même, tout en gardant une distance respectueuse. Il ajusta ses lunettes, redressa sa posture pour paraître moins menaçant et pressa les flancs de sa jument. En approchant, il leva la main en signe de salut. « Le bonjour !» lança-t-il en soulevant son chapeau vers l'homme qui tenait les rênes et la femme à ses côtés. Deux jeunes enfants, curieux, passèrent la tête par l'ouverture de la bâche. « Bonjour !» répondit l'homme avec méfiance, sa main glissant vers ce que Julien devinait être un fusil de chasse dissimulé sous le siège. « Vous voyagez seul ?»« Oui, monsieur, » répondit Julien, adoptant le langage plus soutenu d'un homme lettré. « Je suis Julien Vasseur. Je me rends vers les territoires frontaliers. J'ai perdu mon poste d'instituteur dans l'Est après le décès de mon épouse. » La posture de l'homme se détendit légèrement face au ton doux et à l'histoire tragique de l'inconnu. « Mes condoléances pour votre perte, monsieur Vasseur. Je suis Émile Gauthier. Voici ma femme, Sophie, et nos enfants, Timothée et Rose. »« Enchanté de faire votre connaissance, » dit Julien avec un signe de tête. « Belle journée pour voyager après la tempête d'hier. »« C'est bien vrai, » acquiesça Émile, quoique nous ayons entendu dire qu'il y avait de l'agitation du côté de Gueule d'Argent. La milice du shérif traque un bandit de la bande à Mercer. Le cœur de Julien s'emballa, mais il garda un visage impassible. Vraiment ? Une affaire dangereuse, sans doute. Sophie Gauthier intervint. « Nous avons croisé la patrouille ce matin. Il se dirigeait vers le canyon de la Crique amère. Quelqu'un a signalé avoir vu le hors-la-loi par là-bas. »« Eh bien, j'espère qu'ils l'attraperont, » déclara Julien d'une voix égale. « Les routes seront plus sûres pour tout le monde. » Émile hocha la tête en signe d'approbation. « Il paraît qu'il y a une récompense de 500 $. C'est plus d'argent que la plupart des gens n'envoient en une année. »« C'est certain, » répondit Julien. « Bon, je devrais reprendre ma route. J'ai encore une bonne trotte avant le coucher du soleil. »« Vous êtes le bienvenu pour faire un bout de chemin avec nous, » proposa Émile de manière inattendue. « On est plus en sécurité à plusieurs, surtout avec des bandits dans la nature. » Julien hésita. Voyager avec d'autres signifiait devoir converser, répondre à des questions, risquer de se trahir. Mais refuser pourrait paraître suspect. Julien Vasseur accepterait une telle hospitalité avec gratitude. « C'est très aimable à vous, monsieur Gauthier. J'apprécierais la compagnie. » Alors qu'ils voyageaient ensemble tout au long de l'après-midi, Julien se surprit à se glisser plus confortablement dans sa nouvelle peau. Il parla d'élèves fictifs qu'il aurait instruits, décrivit une ville de l'Est qu'il n'avait jamais vue et pleura une épouse qui n'avait jamais existé. Les mensonges lui venaient plus aisément qu'il ne l'avait cru, kissés de fils de vérité tirés de sa propre existence. « Qu'est-ce qui vous pousse vers l'ouest, monsieur Vasseur ?» demanda Sophie alors qu'il faisait halte pour abreuver les chevaux près d'un ruisseau. Julien fixa l'horizon lointain. « Un nouveau départ, je suppose. J'ai un cousin qui possède des terres près de la frontière. Il m'a écrit qu'il manquait cruellement d'instituteurs là-bas. C'est une noble profession, » commenta Émile. « Façonner les jeunes esprits. » Julien hocha la tête, étonnamment ému par cette pensée. Dans une autre vie, il aurait peut-être pu être cet instituteur plutôt qu'un hors-la-loi. Cette idée exerçait sur lui un attrait étrange. Le soir approchant, les Gauthier se préparèrent à établir le campement et invitèrent de nouveau Julien à se joindre à eux. Contre tout bon sens, il accepta, attiré par ce bref aperçu d'une vie de famille normale, une chose qu'Elias Thorne n'avait jamais connue. Autour du feu de camp ce soir-là, en écoutant Émile raconter des histoires à ses enfants, Julien sentit quelque chose basculer en lui. Peut-être que Julien Vasseur n'était pas simplement un déguisement à endosser. Peut-être était-il l'homme qu'Elias aurait pu être si la vie lui avait distribué d'autres cartes. Alors que les enfants sombraient dans le sommeil et que les adultes s'attardaient près des braises mourantes, Émile tendit une tasse de café à Julien. « C'est une étrange affaire, ce feu que nous avons vu au loin la nuit dernière, » remarqua Émile. « La foudre, j'imagine. » Julien opina, la gorge soudainement sèche. La nature peut être impitoyable dans ces contrées. En parlant d'impitoyable, dit doucement Sophie, as-tu entendu ce que le shérif a raconté à Émile ce matin ? Il pense que ce bandit, Thorne, a péri dans cet incendie. La main de Julien se figea à mi-chemin de sa bouche. Vraiment ? Émile hocha la tête avec gravité. Le shérif semblait très convaincu. Il a dit qu'une veuve les avait menés sur les lieux. Ils ont trouvé un corps, ou ce qu'il en restait. Un chapeau, une arme, et même son avis de recherche dans les restes d'une poche. Justice est faite, je suppose, parvint à articuler Julien. Peut-être, musa Sophie,
ses yeux reflétant les flammes vacillantes. Quoique ce soit une terrible façon de mourir, le feu, peu importe les crimes d'un homme. Julien fixa son café, incapable de répondre. Elias Thorne était officiellement mort. La ruse avait fonctionné. Il aurait dû ressentir du soulagement, mais au lieu de cela, une étrange mélancolie s'empara de lui alors qu'il contemplait la finalité de la chose. « Eh bien, dit Émile, brisant le silence, je crois qu'il est temps de se coucher. Une longue journée nous attend demain. » Julien hocha la tête, reconnaissant que la conversation prenne fin. « Merci encore pour votre hospitalité. » En déroulant sa paillasse à la lisière du camp, Julien leva les yeux vers les étoiles, se demandant si Hélène et Louis étaient rentrés sains et saufs, si la milice avait vraiment été convaincue, s'il pouvait réellement maintenir cette nouvelle identité dans les jours et les années à venir. Une chose était certaine, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elias Thorne était mort dans le canyon de la Crique amère. Seul Julien Vasseur subsistait. Un homme avec un passé inventé de toutes pièces et un avenir qui restait à écrire. 3 jours plus tard, Julien Vasseur entra dans la petite colonie de Carrefour du Fleuve, un relais où la piste de l'Est rejoignait la route principale vers le nord. Son temps avec la famille Gauthier s'était achevé la veille au matin, lorsque leur chemin avait divergé. Émile avait mis le cap au nord-ouest, tandis que Julien poursuivait sa route vers l'est. La séparation avait été étonnamment difficile. En 2 jours à peine, Julien s'était habitué à leur compagnie, aux questions innocentes des enfants, à la force tranquille de Sophie et à la sagesse pratique d'Émile. Il représentait cette vie normale qui avait toujours échappé à Elias Thorne, une vie que Julien Vasseur pouvait peut-être encore revendiquer. Carrefour du Fleuve ne se composait guère que d'une épicerie générale, d'une écurie, d'un petit hôtel et d'un saloon qui faisait également office de restaurant. Julien mit pied à terre devant l'écurie, ses muscles endoloris par les longues journées en selle. « C'est une brave bête que vous avez là », remarqua le palefrenier, un jeune homme dégingandé d'environ 16 ans, en s'approchant pour prendre les rênes de la jument. « Elle est fiable, répondit Julien en tapotant affectueusement l'encolure du cheval. Elle a besoin d'un bon brossage et d'avoine. Je reste pour la nuit. »« Bien, monsieur. » Vasseur, Julien Vasseur. Le nom venait facilement maintenant, sans hésitation. Chaque fois qu'il le prononçait, Elias Thorne reculait un peu plus loin dans le passé. Après avoir organisé l'hébergement pour lui-même et sa monture, Julien se dirigea vers l'épicerie générale. Il avait besoin de provisions pour la suite de son voyage et, plus important encore, de nouvelles du monde qu'il avait temporairement quitté. Le magasin était heureusement vide, à l'exception du propriétaire, un homme corpulent, aux favoris en côtelettes, qui se présenta sous le nom d'Henri Faure. Tandis que Julien rassemblait ses fournitures, café, viande séchée, munitions pour le revolver qu'il gardait caché dans sa sacoche, il orienta nonchalamment la conversation vers les événements récents. « C'est une ville bien tranquille que vous avez là, » observa Julien en examinant une paire de gants de travail. « J'imagine que vous ne voyez pas beaucoup d'agitation. » Faure gloussa. « Beaucoup de voyageurs passent par ici, surtout à cette époque de l'année. Ça maintient une certaine animation. » Il se pencha en avant d'un air conspirateur. « Quoique nous ayons eu un peu d'action il y a quelques jours. La milice du shérif est passée par là, traquant un des bandits de la bande à Mercer. » Le pouls de Julien s'accéléra, mais il garda une expression neutre. « Vraiment ? L'ont-ils attrapé ? » ?»« Mort, d'après ce que j'ai entendu, » répondit Faure en enveloppant les achats de Julien dans du papier brun. « Brûlés vifs dans un incendie au canyon. Une veuve les a conduits sur les lieux. »« Une fin atroce, » murmura Julien, faisant écho aux paroles de Sophie Gauthier. « Justice est faite, je dis, » déclara fermement Faure. « Ces hommes ont terrorisé la région pendant des années. 2 adjoints tués lors du braquage de Valclair. » Il secoua la tête avec dégoût. Pas de pitié pour ces gens-là. Julien ressentit une pointe de culpabilité, mais opina du chef. « Je ne vous contredirai pas. La loi et l'ordre sont ce qui permet aux honnêtes gens de construire une vie. » Les mots sonnaient étrangement dans sa bouche, des mots dont Elias Thorne se serait moqué. Pourtant, alors que Julien les prononçait, il réalisa qu'il y croyait désormais. « Vers quelle contrée vous dirigez-vous, monsieur Vasseur ?» demanda Faure en additionnant le montant des achats. « Vers les nouveaux territoires, » répondit Julien. « J'étais instituteur dans l'Est. Je cherche à prendre un nouveau départ après la perte de mon épouse. » L'expression de Faure s'adoucit instantanément. «
Toutes mes condoléances. On dit que c'est une belle région pour recommencer à zéro. De bonnes terres, des communautés qui grandissent. C'est mon espoir, dit Julien, surpris par l'émotion sincère qui perçait dans sa propre voix. La fiction devenait réalité pour lui, l'aspiration authentique. Après avoir réglé sa note, Julien ressortit dans la rue principale poussiéreuse. Le soleil de l'après-midi, bas sur l'horizon ouest, étirait de longues ombres à travers la colonie. Il envisagea de se retirer dans sa chambre à l'hôtel, mais se sentit plutôt attiré par le saloon. Non pas pour le whisky dont Elias Thorne aurait eu soif, mais pour la simple connexion humaine d'un repas pris parmi d'autres. Le saloon de la Rose des Vents était relativement calme à cette heure. Quelques voyageurs sirotaient leurs verres à des tables éparses, tandis que la tenancière, une femme au visage sévère et à l'âge indéterminé, astiquait des verres derrière le comptoir. Julien commanda un simple ragoût avec du pain et une tasse de café, puis s'installa près de la fenêtre d'où il pouvait observer à la fois la salle et la rue. Tout en mangeant, il se surprit à contempler les semaines à venir. Le voyage vers l'ouest prendrait encore au moins 1 mois, peut-être plus selon la météo et l'état des pistes. Une fois là-bas, il lui faudrait s'établir, trouver un emploi, construire cette vie qu'Hélène avait rendue possible par son extraordinaire mensonge. Un remue-ménage à l'extérieur attira son attention. Par la fenêtre, Julien vit 3 cavaliers s'arrêter devant l'hôtel, de l'autre côté de la rue. Son sang se glaça lorsqu'il reconnut l'homme qui mettait pied à terre en tête du groupe, Mercer lui-même, le chef de la bande, l'architecte du désastreux braquage de Valclair. Mercer avait changé d'apparence, rasé de près, ses longs cheveux caractéristiques coupés courts. Mais il n'y avait aucun doute possible face à ses yeux froids et cette démarche de prédateur. Tout comme Julien, il tentait de se déguiser. Contrairement à Julien, il avait apparemment décidé de continuer sa route avec des compagnons, 2 hommes à l'air patibulaire que l'ancien bandit ne reconnaissait pas. Pendant un instant paralysant, Julien craignit que Mercer ne l'aperçoive à travers la vitre. Il résista à l'envie de se baisser ou de se détourner, des gestes qui n'auraient fait qu'attirer l'attention. Au lieu de cela, il porta calmement une nouvelle cuillerée de ragoût à sa bouche, gardant les yeux baissés mais les sens en alerte. Mercer et ses hommes entrèrent dans l'hôtel sans un regard vers le saloon. Julien relâcha un souffle qu'il ne s'était pas rendu compte avoir retenu. Cette rencontre, aussi brève fut-elle, confirmait ce qu'il savait déjà. Son ancienne vie pouvait ressurgir à tout moment, menaçant la nouvelle identité qu'il s'efforçait de bâtir. Et si Mercer le voyait, exposerait-il la supercherie de Julien ou tenterait-il d'entraîner son ancien complice dans ses entreprises criminelles? L'une ou l'autre possibilité signifiait le désastre. Julien pesa ses options. Il pouvait partir immédiatement, s'éclipser dans la pénombre naissante. Mais Mercer remarquerait probablement un cavalier quittant les lieux à la hâte. De plus, une fuite soudaine ne ferait que renforcer les soupçons s'il était reconnu. Non, décida Julien. Julien Vasseur n'avait aucune raison de fuir. Julien Vasseur était un instituteur innocent, inconnu de Mercer. Il finirait son repas, retournerait calmement à l'hôtel et partirait avec la diligence du matin comme prévu. S'il croisait Mercer, il soutiendrait son regard avec la politesse vide d'un étranger. Alors que Julien terminait son ragoût, la tenancière s'approcha avec une cafetière fumante. « Je vous resserre » proposa-t-elle. « Merci » répondit Julien en glissant sa tasse vers elle. Elle versa le liquide noir, puis hésita. « Vous êtes de passage ou vous restez quelque temps ?»« Juste pour la nuit. Je reprends la route vers l'ouest demain matin. » La femme hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Ces hommes qui viennent d'arriver, vous les connaissez ?» Le cœur de Julien manqua un battement. Sa réaction à la vue de Mercer avait-elle été remarquée ? « Non, répondit-il prudemment. « Devrais-je » Elle haussa les épaules. « Je me demandais, c'est tout. Vous aviez l'air intéressé quand ils sont arrivés. »« Des formations professionnelles, » expliqua Julien en ajustant ses lunettes. « J'observe les gens. Ça vient avec le métier d'instituteur, je suppose. »« Un instituteur, hein ?» L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. « La colonie de mon frère, là-haut dans les territoires, en cherche un désespérément. Bois d'érable, à une 30aine de milles de la grande ville. Ça pourrait valoir le coup de vous renseigner là-bas. » La tension de Julien s'apaisa légèrement face à cette tournure inattendue de la conversation. « Je garderai ça à l'esprit. Merci, mademoiselle. »« Éléonore Rossi, fournit-elle. Mon frère est le pasteur de Bois d'érable. Dites-lui qu'Élie vous envoie si vous passez par là.
J'apprécie la suggestion, mademoiselle Rossi. Après avoir fini son café, Julien régla sa note et sortit dans l'air du soir. La rue était calme désormais. Des lanternes brillaient aux fenêtres alors que la colonie s'installait pour la nuit. Il marcha d'un pas décidé vers l'hôtel, s'armant de courage pour une éventuelle rencontre avec son ancien chef. Le hall de l'hôtel était vide, à l'exception d'un commis somnolent. Julien récupéra sa clé et grimpa l'escalier étroit menant au premier étage. Alors qu'il atteignait le palier, une porte s'ouvrit au fond du couloir. Mercer en sortit, se figeant momentanément lorsqu'il aperçut Julien. Leurs regards se croisèrent. Le cœur de Julien martelait sa poitrine, mais il garda un visage de marbre, hochant poliment la tête comme un étranger envers un autre. Le regard de Mercer le balaya. Les lunettes, les vêtements simples, l'attitude effacée, cherchant la moindre trace de reconnaissance. Après ce qui sembla être une éternité, Mercer rendit le signe de tête sèchement et continua sa route vers l'escalier. Julien attendit que l'homme disparaisse avant d'entrer dans sa propre chambre, refermant fermement la porte derrière lui. Il s'affaissa sur le lit, les jambes soudainement molles. Mercer ne l'avait pas reconnu. Le déguisement, aussi simple fût-il, avait fonctionné. Ou peut-être que Mercer avait perçu quelque chose de familier sans pouvoir le placer. Le fantôme d'un homme mort ne valait guère la peine qu'on s'y attarde. La nuit s'épaissit. Julien resta éveillé, écoutant les pas occasionnels dans le couloir, le piano lointain du saloon, les bruits normaux d'une bourgade frontière. Ses pensées retournèrent vers Hélène Dubois et son fils, vers le risque inouï qu'ils avaient pris pour lui. Hélène lui avait donné bien plus qu'un déguisement ou une échappatoire. Elle lui avait offert la rédemption, une chance de laisser derrière lui la violence et l'anarchie de son passé, de devenir non seulement un homme différent de nom, mais aussi en acte. Souviens-toi, Elias Thorne meurt aujourd'hui, mais cela ne t'interdit pas de vivre. Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'il glissait vers le sommeil. Elias Thorne était mort dans cet incendie. Ses péchés avaient brûlé avec lui. Julien Vasseur avait émergé de ses cendres, un homme avec un avenir plutôt qu'une tête mise à prix. Un homme qui pourrait peut-être devenir la personne que Pierre Dubois avait toujours cru déceler en Elias. Au matin, Julien Vasseur poursuivrait son voyage, vers Bois d'Érable peut-être, là où une communauté avait besoin d'un instituteur et ne savait rien de la bande de Mercer ou d'Elias Thorne. Il emporterait avec lui le souvenir du courage d'Hélène et la dette qu'il avait envers elle. Une dette qui ne pourrait être remboursée qu'en vivant honorablement, en devenant véritablement digne de la seconde chance qu'elle lui avait offerte. L'aube se leva sur Carrefour du Fleuve. Julien vérifia soigneusement le couloir avant de descendre. Le hall était désert, et par la fenêtre avant, il put voir 3 cavaliers disparaître déjà sur la piste du nord. Mercer et ses hommes. Ils passaient leur chemin. Julien poussa un soupir de soulagement en réglant sa chambre et en récupérant sa jument scellée à l'écurie. Alors qu'il montait en selle, il remarqua un journal plié sur le banc devant l'épicerie. Le gros titre attira son regard. Un membre du gang Mercer périt dans l'incendie du canyon. En dessous, une ligne plus petite précisait « La veuve Dubois mène le shérif au dernier repère du hors-la-loi ». Julien s'autorisa un léger sourire. Hélène avait joué son rôle à la perfection. Elias Thorne était officiellement mort. Son histoire s'achevait dans le feu, la justice était servie. Seuls Hélène, Louis et Julien lui-même connaîtraient jamais la vérité. Alors qu'il pressait les flancs de sa jument vers l'est, Julien Vasseur laissait derrière lui non seulement Carrefour du Fleuve, mais les derniers vestiges d'Elias Thorne. Devant lui s'étendaient les vastes territoires, Bois d'Érable peut-être, et la possibilité d'une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer pour lui-même. Une vie de sens et de paix. Une vie durement gagnée grâce à une tromperie extraordinaire et au courage de la femme d'un colon qui avait choisi la miséricorde plutôt que la justice. Le soleil matinal réchauffait son visage alors qu'il chevauchait. Et pour la première fois depuis des années, Elias, non, Julien, ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir.